Merci beaucoup de m'avoir invité pour donner la conférence aujourd'hui. C'est ça, comme on vient de dire, je vais vous parler, dans le fond, des applications des mathématiques en oncologie. Et puis, un bref aperçu, juste vous expliquer un peu c'est quoi le cancer. Mais dans le fond, le cancer, c'est la principale cause de décès au Canada. Mais fondamentalement, c'est une maladie qui est due à la croissance anormale et non contrôlée des cellules. Et puis, ces cellules-là vont avoir deux propriétés particulières. C'est qu'elles vont envahir les tissus adjacents, ce qui veut dire que, dans le fond, les organes à côté de la tumeur vont être envahis par les cellules cancéreuses. Et aussi, elle peut se propager à des locations secondaires dans le corps. En utilisant, dans le fond, les vaisseaux sanguins, les vaisseaux lymphatiques pour, dans le fond, aller se loger à une autre partie dans le corps. Une cellule cancéreuse va survenir lorsque les gènes qui contrôlent sa croissance et son développement sont altérés. Et il y a plusieurs causes de ça. Sûrement que vous en connaissez une couple. Évidemment, tu vas avoir la diète ou l'obésité qui peut causer le cancer. Des infections par les virus comme le VPH, il y a l'Epstein-Barr ou bien l'hépatite B, pardon. Il y a aussi des défauts génétiques qui sont héréditaires, mais ça cause seulement une très, très petite fraction, dans le fond, de tous les cas de cancer qu'on a. Il y a la cigarette. Aussi, une cause très importante, c'est les risques environnementaux. Donc, il va y avoir la pollution, il va y avoir la radiation. Si vous savez, l'amiante aussi cause de cancer. Et finalement, l'usage de drogues et aussi de médicaments. Donc, pourquoi utiliser les mathématiques pour étudier le cancer? Eh bien, parce qu'ils nous permettent de faire trois choses en particulier. Elles nous permettent de comprendre la progression et les mécanismes, dans le fond, physiologiques qui causent le cancer. Elle peut nous aider à avancer le développement pharmaceutique de différents traitements. Et aussi, elle nous aide à améliorer le diagnostic du cancer. Et juste vous montrer, dans le fond, un bref exemple de comment les mathématiques peuvent, par exemple, avancer le développement pharmaceutique d'un médicament. Donc, ici, vous êtes peut-être avoir déjà vu ça à cause de, dans le fond, le développement des vaccins durant la COVID. Mais ça, c'est les phases de développement pharmaceutique d'un médicament. Donc, la première étape consiste vraiment à aller découvrir des molécules qui ont le potentiel, dans le fond, de devenir des médicaments. Et pour une maladie en particulier, évidemment. Et puis, ensuite, il va y avoir la phase préclinique, où on va tester les molécules sur des cellules, on va les tester sur des modèles animaux pour déterminer les propriétés du médicament. Si la molécule a un grand potentiel, dans le fond, de traitement et elle est relativement sécuritaire, on va alors lui donner le feu vert pour aller en essai clinique. Et l'essai clinique, dans le fond, c'est la phase qu'on teste sur les humains. Il va y avoir trois phases, trois ou ça peut être deux aussi, mais dans le fond, le nombre de personnes augmente à chaque phase. Et puis finalement, si la molécule va réussir tous les essais cliniques, dans le fond, elle va être examinée par une agence de santé comme la FDA aux États-Unis, et puis elle va être produite et mise sur le marché. Donc, on peut voir que le développement d'un médicament, c'est un processus qui est très long et aussi qui a une très, très petite chance de réussite. Donc, si on voit ici, il y a entre 5 et 10 000 molécules qui vont être découvertes. Il y en a seulement une, l'estimation, c'est seulement une va aller sur le marché. Qu'est-ce que les maths peuvent faire ici? Les maths peuvent aller prendre, dans le fond, l'information qu'on a trouvée dans les essais précliniques. Et on peut faire des simulations. Et qu'est-ce que les simulations vont faire? Ils vont aller prédire, dans le fond, quelles molécules de toutes ces, mettons, 250-là seraient quelles molécules ont le plus grand potentiel, dans le fond, sur l'effet thérapeutique pour une maladie. Mais aussi, on peut simuler, par exemple, quelles méthodes de traitement vont être optimales. Et puis, donc, elles vont, dans le fond, réduire le nombre d'échecs qu'on va faire durant les essais cliniques. Puis, en conséquence, ça va réduire le temps des essais cliniques, ça va réduire les coûts, et puis, ça donne une solution thérapeutique beaucoup plus rapidement pour les patients. Donc, si je reviens au cancer, je vais commencer, dans le fond, par vous introduire vraiment la base de la modélisation du cancer. Donc, une tumeur, c'est une population de cellules. Et à cause de ça, on peut utiliser, dans le fond, des modèles de croissance de population pour simuler la croissance tumorale. Et ces modèles de croissance de population, c'est vraiment, sont expliqués par des équations différentielles
ordinaire. Ouais, c'est ça en français. Et puis, la plus simple, ça va être la croissance exponentielle. Qu'est-ce qu'elle dit ici? C'est que dans le fond, le taux de variation dans la population d'une tumeur va être proportionnel au taux de croissance de chaque cellule et aussi au nombre, dans le fond, de cellules dans la tumeur. La croissance exponentielle, qu'est-ce qui est fun avec ça? C'est qu'elle est très facile à conceptualiser et elle est aussi très facile, dans le fond, à calibrer à des données expérimentales. Mais on sait que sur des larges périodes de temps, la croissance exponentielle est illimitée. Elle va aller diverger vers l'infini. Donc, c'est pas très réaliste dans un contexte physiologique. En réalité, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la tumeur, elle va être limitée dans sa croissance, donc elle va avoir une grosseur maximale. Et ça, c'est dû à l'espace dans le corps, mais c'est aussi dû, dans le fond, à son accès aux nutriments et à l'oxygène qui est disponible. Donc, elle va avoir une grandeur maximale qu'on appelle ici la capacité d'accueil K. Et il y a deux types de modèles qui utilisent une capacité d'accueil. Le premier qui est plus populaire, c'est la croissance logistique, qui est décrit ici. Et le deuxième, c'est la croissance de Gompertz. Et la plus grande différence entre les deux, c'est que la croissance logistique, elle va, dans le fond, atteindre la capacité maximale de façon symétrique versus la croissance de Gompertz a une croissance initiale qui est plus élevée. Donc, il y a des avantages, ça dépend de tes données, laquelle tu vas choisir pour utiliser pour décrire la croissance de ta tumeur. Donc, c'est bon. On a trois modèles de base, mais le désavantage de ces modèles-là, c'est qu'ils ne prennent pas en considération ce qu'on appelle l'hétérogénéité génétique des tumeurs. Donc, les cellules cancéreuses, dans le fond, sont constamment sous pression sélective, que ce soit par l'effet de médicaments, que ce soit par le système immunitaire ou le micro-environnement dans lequel elles se situent. Donc, avec le temps, une tumeur va évoluer en différents clones. Et les clones, dans le fond, c'est des sous-populations de cellules cancéreuses qui sont génétiquement distinctes. Et certains clones vont être plus adaptés à survivre que d'autres. Le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement comment l'évolution d'une tumeur se produit, mais on peut avoir des hypothèses. La première, c'est que ça se fait de façon linéaire. Donc, on a une tumeur initiale ici. Est-ce que vous voyez mon curseur? Ah, vous ne voyez pas mon curseur. Et voilà. Ah, cool. Okay. Donc, on a une tumeur initiale ici. Et puis, on va avoir un clone qui va apparaître, le clone vert. Et avec le temps, il va take over la tumeur. Et il va devenir, il va contenir, il va être tout, il va take over la tumeur. Et puis, un autre clone mauve va apparaître. Et encore une fois, il va devenir, dans le fond, toute la population de tumeur. Il y a aussi une autre hypothèse, que c'est l'évolution se fait de façon ramifiée, où, dans le fond, il va y avoir plusieurs clones qui vont coexister en même temps dans la tumeur. Donc, l'hétérogénéité génétique des tumeurs, ça explique, entre autres, pourquoi certains individus vont développer de la résistance au traitement et qui vont présenter des signes de récidive. Récidive, c'est vraiment, tu donnes un traitement à un patient, ça échoue, et puis le cancer va revenir. Donc, pour décrire la résistance, on peut utiliser un modèle qui est vraiment très simple et qui est dérivé de la croissance logistique. Donc, on va avoir deux sous-populations de cellules. On va avoir un type de cellules qui vont être susceptibles au traitement, S en bleu ici, et on va avoir une sous-population qui va être résistante à un traitement en rouge. Les deux vont croître de façon logistique, mais ils ont chacune, en fond, un taux de croissance qui leur est unique. Ensuite, qu'est-ce qui est particulier, c'est qu'on va avoir une fonction f qui va décrire comment, dans le fond, les cellules susceptibles se transforment en cellules résistantes avec le temps. Et puis aussi, chaque clone va mourir avec un certain taux qui leur est unique aussi. Dans le fond, le médicament, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va promouvoir la mort de cellules cancéreuses. Donc, ce modèle-là ici peut être décrit avec un système d'équations ordinaires, différentiel ordinaire, qui va décrire, dans le fond, le taux de changement du nombre de cellules susceptibles et aussi le taux de changement du nombre de cellules résistantes. Et si tu veux voir l'évolution de la tumeur dans le fond, au total, tu fais, dans le fond, S plus R.
Donc, modéliser la résistance dans le cancer, ça nous aide à comprendre des décisions cliniques par rapport, dans le fond, aux thérapies offertes. Et en modifiant très légèrement ce modèle, il est possible d'étudier l'effet de la résistance sur différentes modalités de traitement. Donc, si on prend par exemple un taux de transition F qui ne va pas dépendre de la concentration de médicaments. Il y a une étude qui a été faite qui a démontré que si on prend deux types de traitements, un traitement qui va être en continu, donc on va donner au patient une dose de médicaments qui va toujours rester, dans le fond, à 1,5. Ça, c'est vraiment des unités banales, mais dans le fond, c'est juste pour dire ce traitement en continu, il reste constant avec le temps. On va aussi simuler un traitement qui va être à dose intermittente. Donc, la dose va être la même, à 1,5, mais elle va avoir le temps, dans le fond, d'être éliminée par le corps avant la prochaine dose. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Quand F ne dépend pas de la concentration du médicament, une tumeur qui va être sous un traitement continu va atteindre, dans le fond, sa taille critique, donc la taille à laquelle on définit que le traitement a échoué, beaucoup plus tard qu'une tumeur qui est sous un traitement, dans le fond, à intermittence. Par contre, si on prend F ici, qui va dépendre de la concentration de médicaments anticancéreux, donc ça veut dire que la thérapie va induire de la résistance. On voit le contraire. Donc, une tumeur qui est sous un traitement continu va arriver à son point critique beaucoup plus tôt qu'une tumeur sous un traitement par intermittence. Donc, on est capable, même avec des modèles très simples d'équations différentielles ordinaires, on peut les exploiter, dans le fond, pour optimiser des protocoles thérapeutiques. OK. Donc, l'hétérogénéité des tumeurs, ce que je vous ai expliqué tantôt, c'est pas seulement causé par le traitement, mais ça peut être aussi par des pressions sélectives au sein de l'autre, comme le micro-environnement, comme le système immunitaire. Pour considérer, par exemple, cette sélection-là et aussi la nature très aléatoire des mutations qui vont entretenir un cancer, les modèles déterministiques nous limitent quand même. Donc, plusieurs chercheurs à la place vont utiliser des modèles stochastiques. Et si on regarde, dans le fond, l'évolution clonale, donc l'évolution des différents clones dans une tumeur avec le temps, depuis, dans le fond, l'initiation d'un cancer jusqu'à la fin d'un traitement, on peut voir une chose, on peut voir que la résistance peut arriver avant un traitement. Donc, quand on commence la thérapie, le médicament va aller tuer tous les clones sensibles, mais ça laisse la chance aux clones résistants de, dans le fond, croître et, dans le fond, take over toute la tumeur. Et donc, le traitement va finir par échouer. Un modèle stochastique, qu'est-ce qu'il est capable de faire, entre autres? C'est qu'il va être capable de capturer l'évolution temporelle de la résistance et de prédire la probabilité qu'il y ait de la résistance et aussi les résultats d'un traitement en suivant la génération de mutations présentes dans la tumeur, donc en suivant la génétique de la population. Donc, en génétique de population, on utilise des modèles qui sont basés sur la théorie de la coalescence. Et, dans le fond, ces modèles vont regarder en arrière dans le temps pour tracer tous les événements génétiques dans une population depuis l'initiation de la tumeur. Et, dans le fond, ils vont retracer tous les événements génétiques, justement, qui vont trouver un ancêtre commun le plus récent. Donc, quand il va être important, par exemple, de prendre en compte une population qui a une taille variable, on peut utiliser un processus de branchement, par exemple, pour représenter les mutations, la sélection et la dérive génétique dans l'évolution d'une tumeur. Donc ici, dans le fond, je vous ai mis un processus de branchement qui décrit la taille d'une population d'une tumeur, mais sur 4 générations. Dans cette tumeur-là, il va y avoir 3 types de clones. On va avoir le susceptible aux médicaments en bleu et on va avoir 2 types de résistants, le beige et le rouge. Et puis, dans le fond, à chaque génération N, les cellules vont se reproduire ou vont se diviser pour former des descendants dans la génération N+1. Et le nombre de descendants qu'il va avoir dans la prochaine génération suit une distribution de probabilité.
Par exemple, ici, le nombre de descendants qu'on peut avoir, ça va être entre 0 et 3. Aussi, à chaque division, il va y avoir une certaine probabilité que, dans le fond, la cellule susceptible ait une mutation qui, dans le fond, peut être avantageuse, peut être neutre ou peut être nuisible. Et donc, par exemple, un clone susceptible peut avoir une mutation pour le rendre en un clone résistant beige, et un clone résistant beige peut muter davantage pour devenir un clone résistant rouge. Donc, qu'est-ce que les mutations vont faire? Donc, une mutation avantageuse, ça va, dans le fond, donner une plus grande probabilité aux cellules de faire plusieurs descendants dans la prochaine génération. Une mutation neutre ne va pas changer la probabilité de distribution, et nuisible va faire le contraire, va donner une plus grande probabilité que, dans le fond, la cellule termine sa lignée. Donc, il y a un article qui a utilisé un processus de branchement pour étudier, dans le fond, la probabilité qu'une tumeur contienne des clones résistants, dépendamment de sa taille. Donc, ils ont considéré un processus de branchement comme ça ici. Donc, ils ont commencé avec une cellule susceptible, et puis ils vont assumer que la cellule va croître de façon exponentielle. Le taux de division de la cellule va être donné par R, le taux de mortalité de la cellule va être donné par D, et à chaque division, il va y avoir une probabilité qui va muter, U. Et dans le fond, le clone susceptible peut muter en un seul type de clone résistant, qui va être le rouge ici. Et une fois que le clone résistant arrive, lui aussi va suivre une croissance exponentielle et faire un processus de branchement. Mais lorsqu'il n'y a aucun traitement, la mutation va être neutre, parce qu'un clone qui est résistant à un traitement, sans traitement, n'a aucun avantage sélectif. Donc, ça veut dire que, à l'absence d'un traitement, le clone résistant va avoir le même taux de division et le même taux de mortalité qu'un clone susceptible. OK. Donc, si, en utilisant, en fond, les propriétés d'un processus de branchement, si la taille de la tumeur au diagnostic est donnée par M, on peut trouver la probabilité que la tumeur contienne des clones résistants avec une taille de M, et ça suit, dans le fond, cette fonction-là ici. Donc, c'est 1 moins l'exponentielle de moins U, qui est le taux de mutation, fois M, la taille de la tumeur, fois sigma, où sigma, c'est vraiment une fonction du taux de division et du taux de mortalité. Donc, on peut trouver une relation qui démontre que plus que le stade de la tumeur est avancé, plus que M est grand, plus que la probabilité de trouver de la résistance va aussi être grand. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit en clinique. Quand un patient est en stage avancé dans sa tumeur, il y a beaucoup moins de chances, au diagnostic, il y a beaucoup moins de chances qu'il va, dans le fond, avoir un traitement qui va fonctionner. Qu'est-ce qui est intéressant aussi? Qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que la probabilité de développer de la résistance va diminuer lorsque le taux de division R augmente, parce que sigma est une fonction décroissante de R, et donc quand R augmente, sigma diminue. Quand sigma diminue, la probabilité va aussi... Est-ce que j'ai dit ça correctement? Va augmenter. Ah non, pardon, diminuer, c'est ça. Donc, la probabilité de développer de la résistance va diminuer quand R augmente, c'est ça. Et puis, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que la probabilité de résistance va augmenter avec le nombre de divisions cellulaires que la cellule va faire depuis son initiation au diagnostic. Et comme le nombre de divisions cellulaires est donné des enfants est proportionnel au taux de mortalité sur le taux de division, on peut déduire que les clones cancéreux produisent des cellules résistantes avec une plus grande probabilité, non seulement parce que le taux de mutation est élevé, non seulement parce que la taille de la tumeur est élevée, mais aussi parce qu'il y a un grand taux de mortalité dans les cellules tumorales. OK. Donc, dans la théorie de la coalescence, il existe aussi deux modèles de génétique de population qui sont très importants. Et ces deux modèles-là, c'est le modèle de Wright-Fisher et le modèle de Moran. Donc, contrairement à un processus de branchement, ces modèles décrivent une population qui est à taille constante. Et c'est pourquoi ça les rend très populaires à être utilisés, parce que leur analyse est plus simple. Donc, ici, on a le modèle de Wright-Fisher.
qui décrit, dans le fond, l'évolution d'une population en génération discrète et non chevauchante. Donc, ça veut dire que tous les individus d'une génération vont se reproduire, mais vont mourir avant d'atteindre la génération suivante. Donc, par exemple, ici, on va commencer avec 10 individus qui sont génétiquement différents. Et puis, ils vont tous se reproduire en suivant une distribution de probabilité. Par contre, après avoir s'être reproduit, ils meurent. Donc, dans la prochaine génération, on va avoir seulement les descendants, dans le fond, des individus dans la génération qui précédait, je pense. Le modèle de Morin, en revanche, dans le fond, il va modéliser une population qui se chevauche, où les générations se chevauchent. Et c'est décrit avec un processus de naissance et de mort, qui est un cas spécial du processus de Markov en continu. Donc, pour simuler le modèle de Morin, on va sélectionner une cellule pour mourir et une autre. Ici, c'est des cellules, ça peut être des individus. On va sélectionner un individu aléatoirement pour mourir et puis un autre va, dans le fond, donner un descendant. Le nouveau, dans le fond, le nouvel individu qui a été créé par la reproduction de lui ici va aller remplacer l'individu qui est mort et donc la Terre reste constante avec le temps. Donc, ces processus stochastiques ont été utilisés pour étudier une variété de cancers, mais dû à la physiologie des cellules souches et aussi dans leur rôle dans la production du sang, le modèle de Morin capture particulièrement bien l'évolution de la leucémie. Et donc, on peut appliquer le modèle de Morin pour expliquer l'évolution de la leucémie myéloïde aiguë. Donc, ici, je vous ai montré un diagramme, dans le fond, de la production du sang. Et la production du sang, c'est un mécanisme physiologique qui est maintenu par ce qu'on appelle les cellules souches hématopoïétiques. Et ces cellules souches-là vont se retrouver dans la moelle osseuse en très petite quantité et la taille de leur population reste relativement constante à travers la vie d'un individu. Donc, ces cellules souches-là ont l'unique capacité, dans le fond, de se renouveler indéfiniment, ce qui veut dire qu'elles sont immortelles parce qu'elles sont capables de faire des répliques exactes de elles-mêmes. Mais aussi, les cellules souches-là sont responsables, dans le fond, de produire l'entièreté des composantes dans le sang, donc les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes, par ce qu'on appelle leur différenciation. Et ils font ça en suivant une hiérarchie particulière. Donc, la différenciation d'une cellule souche, c'est vraiment la production de la cellule souche, c'est la division d'une cellule souche qui va donner une autre cellule qui est plus spécialisée. Donc, la leucémie myéloïde aiguë, c'est la forme de cancer du sang qui est le plus agressif et elle va survenir, dans le fond, lorsque les cellules souches hématopoïétiques qui forment la famille des myéloïdes, donc qui forment les globules rouges, les plaquettes et, dans le fond, la majorité des cellules blanches du système immunitaire inné, quand ces cellules souches-là vont acquérir plusieurs mutations. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va avoir au début les cellules souches myéloïdes régulière, et puis une d'entre elles va acquérir une mutation. Si cette mutation-là lui permet, dans le fond, de se renouveler plus rapidement ou plus efficacement, on va appeler maintenant cette cellule souche-là une cellule pré-leucémique. Donc, parce qu'elle est capable de se renouveler plus souvent qu'une cellule souche régulière, elle va expandre dans la population, elle va prendre une fraction qui est plus grande, et parce que maintenant il y en a plus, il y a plus de chances pour elle d'acquérir une deuxième mutation. Et si cette deuxième mutation-là, dans le fond, va bloquer sa capacité à se différencier, donc sa capacité à former des cellules spécialisées, on va l'appeler une cellule souche leucémique. Et c'est la cellule souche leucémique-là qui va produire, dans le fond, les cellules cancéreuses qu'on voit dans le cancer du sang, les cellules qu'on appelle les cellules blastiques. Mais qu'est-ce qui est important à retenir ici, c'est que malgré le fait que les cellules souches accumulent des mutations et aussi que la tumeur, dans le fond, grandit, la population de cellules souches, elle, reste constante. Et comment, dans le fond, on veut track l'évolution de la leucémie, c'est on va regarder comment la fraction de mutation va changer avec le temps dans les cellules souches.
Et donc, on peut utiliser un modèle de Moran pour regarder l'évolution de la leucémie. Et comment on simule ce modèle-là? Mais je vous ai expliqué brièvement au début, mais je vais l'expliquer encore une fois dans le contexte de comment on l'applique à la leucémie. On va commencer, dans le fond, avec une population initiale de cellules souches où la fraction de cellules souches leucémiques, qui sont en rouge ici, va être définie comme par des données expérimentales. Donc, par des données qui disent, quand on a un patient leucémique, à son diagnostic, environ c'est quoi la fraction de cellules souches leucémiques qui ont dans la population. Ensuite, à chaque intervalle de temps, on va choisir, dans le fond, une cellule aléatoirement pour se différencier. Et dans ce cas-là, la différenciation va agir comme la mort parce que une fois qu'une cellule est plus différenciée, plus spécialisée, elle fait plus partie de la population de cellules souches. Donc c'est comme, donc elle quitte la population. Il y a une probabilité qu'on va choisir soit une cellule souche leucémique ou une cellule souche saine. Et cette probabilité-là va dépendre d'un paramètre qu'on appelle SD, qui est vraiment l'aptitude. C'est l'aptitude d'une cellule saine à éviter la différenciation ou la mort. Et quand il n'y a aucun traitement, dans le fond, cette probabilité-là ne change pas tant d'une cellule souche leucémique versus une cellule souche saine. Dans le même intervalle de temps, on va aussi choisir une cellule aléatoirement, encore une fois, pour se renouveler. Et puis, la cellule qui va se renouveler va produire deux cellules filles identiques, une qui va remplacer, dans le fond, celle qui a quitté la population dans le même intervalle de temps. Donc, dans le prochain intervalle de temps, la population reste constante. Encore une fois, il y a une probabilité que tu vas choisir soit une cellule saine ou une cellule leucémique pour le renouvellement. Et cette probabilité-là va dépendre d'un paramètre qu'on appelle SP, qui est vraiment l'aptitude d'une cellule leucémique à se proliférer en comparaison d'une cellule saine. Donc, à cause que les cellules leucémiques ont des mutations oncogéniques qui lui permettent de proliférer plus souvent, ce paramètre-là, SP ici, est plus grand que 1. Donc, après chaque intervalle de temps, maintenant qu'on a passé dans le fond delta T, on peut calculer la nouvelle fraction de cellules souches leucémiques dans la population, et c'est comme ça, dans le fond, qu'on va quantifier l'évolution de la leucémie. Une application possible de ce modèle, c'est vraiment de quantifier l'effet d'un traitement sur l'expansion de cellules souches leucémiques. Et avec des données expérimentales, on sait, dans le fond, que certains médicaments tuent ou forcent la différenciation de cellules souches en visant les cellules leucémiques avec une plus grande efficacité. Donc, on peut alors définir des valeurs de SD et de SP qui vont varier selon la dose de médicaments qu'on donne. Donc, ici, c'est un exemple de simulation du modèle de Moran. Pour, dans le fond, les fractions. Ici, c'est la fraction de cellules leucémiques dans la population avec le temps. Ici, c'est sur 2 ans environ. Et comme c'est un modèle stochastique, on va faire plusieurs exécutions du code. Et puis ici, j'en ai 1000. Et ce qui va nous donner vraiment l'évolution des cellules leucémiques, ça va être quand on va calculer la moyenne, plus ou moins les quartiles. Aussi, on peut prédire l'effet de différents médicaments sur, dans le fond, la progression de la leucémie. Ici, ce que j'ai fait, c'est j'ai regardé l'évolution de la leucémie pour 3 types de médicaments différents à différentes doses. Donc, en mauve, ici, c'est la dose la plus élevée. Et puis, la ligne noire, ça représente quand il n'y a aucun traitement. Et on peut voir, par exemple, l'effet des différentes doses versus quand on laisse la leucémie aller sans traitement. Et on peut aussi comparer, dans le fond, entre médicaments, qu'est-ce qui se passe. Donc, par exemple, ici, on peut voir le premier médicament à la dose la plus élevée a la plus grande effet, dans le fond, sur l'expansion des cellules souches leucémiques. Évidemment, il va exister d'autres modèles en oncologie que ceux que j'ai présentés. Entre autres, on peut utiliser des modèles qui sont basés sur la théorie des jeux pour regarder l'évolution de la résistance dans une tumeur. Donc, on peut décrire les interactions, dans le fond, entre différents clones dans une tumeur
qui vont être les joueurs. Et puis, on peut regarder comment leur interaction va affecter un traitement, donc le jeu. L'interaction entre deux clones vont être, dans le fond, décrits dans la matrice du jeu. Et puis, on peut regarder l'effet d'une interaction, dans le fond, sur la croissance d'un certain clone en utilisant, dans le fond, l'équation différentielle ordinaire. Ici, je pense que c'est l'équation Lotka-Volterra qui est très populaire à utiliser dans des modèles de proie et prédateurs. Ensuite, dans le fond, le but est de déterminer quelle interaction va causer, dans le fond, la fraction de clones à l'équilibre qui va soit causer la progression de la tumeur et donc la résistance aux médicaments ou qui va causer l'équilibre. Encore, on peut utiliser des modèles à base d'agents. Et les modèles à base d'agents vont regarder, dans le fond, le comportement des cellules cancéreuses, qui sont les agents, qui interagissent dans un contexte stochastique. Donc, dans ces modèles, on va donner des règles aux agents qui gouvernent leur interaction et leur déplacement dans l'espace. Et puis, il existe deux types de modèles à base d'agents. Il va y avoir un modèle qui est lattice-based model, donc un modèle qui est sur un treillis et qui va ressembler beaucoup, en fait, qui est un automate cellulaire. Et où on a aussi un autre type de modèle qui s'appelle off-lattice models, donc des modèles où la position des cellules n'est pas restreinte à une grille. Donc, on peut voir ici deux exemples de modèles à base d'agents où on regarde vraiment l'évolution dans l'espace des cellules cancéreuses. Donc, quand on utilise un automate cellulaire, on va avoir une cellule qui va vouloir se répliquer, mais si elle n'a pas de place libre à côté d'elle, elle va alors déplacer une cellule adjacente pour qu'elle puisse, dans le fond, avoir une place pour se diviser. Et évidemment, les règles que tu donnes au modèle vont déterminer, par exemple, quelle cellule va être déplacée par la réplication d'une autre. Donc, est-ce que ça va être la bleue, est-ce que ça va être la turquoise? Dans un modèle à base d'agents sans treillis, ici, quand une cellule va se répliquer, dans le fond, toutes les cellules adjacentes vont se déplacer selon les forces qui vont être introduites par les nouvelles cellules dans le système. Et puis, qu'est-ce qui est intéressant à faire? Par exemple, il existe un logiciel, Physicell, qui va effectuer de la modélisation en base d'agents en 3 dimensions. Et avec ça, on a pu simuler, par exemple, la réponse immunitaire à une tumeur hétérogène, donc une tumeur qui contient des cellules résistantes, je pense qu'ils sont les jaunes, et les cellules susceptibles au système immunitaire en bleu. Et on a pu regarder comment, dans le fond, la tumeur va éviter la défense de l'autre. Donc, on va commencer avec une tumeur hétérogène, elle va grandir avec le temps. Et puis, dans le fond, 2 semaines plus tard, on simule une attaque, dans le fond, une défense immunitaire. Et ça, c'est les cellules rouges ici. On va voir que les cellules rouges vont aller attaquer l'extérieur de la tumeur en premier et elle va tuer toutes les cellules qui sont, dans le fond, susceptibles, toutes les bleues. Mais lorsqu'elles rentrent dans la tumeur, toutes les cellules jaunes, dans le fond, vont être capables d'éviter le système immunitaire et de croître à l'extérieur. OK. Donc, l'utilisation des mathématiques dans la recherche contre le cancer, c'est pas seulement limité à la modélisation du cancer. On peut aussi les exploiter dans un autre champ de recherche qui est très, très, très important, et ça, c'est l'analyse de données sur le cancer. Donc, on sait que la chance de traiter un patient va augmenter si on est capable de lui donner un diagnostic précoce et un prognostic exact. Ce qui veut dire que si on est capable de découvrir la tumeur à un stage très, très peu avancé et on est capable de dire exactement quel type de tumeur c'est, il y a beaucoup plus de chances de survie à un traitement. Donc, mais par exemple, les problèmes, c'est que pour trouver des gènes mutants à la cause d'un cancer, il faut vérifier les plus de 30 000 gènes qui constituent le génome humain. Aussi, il ne faut pas oublier que la formation d'un cancer, c'est un processus qui est extrêmement stochastique et bruyant. Donc, on doit utiliser des analyses de données
des techniques d'analyse de données qui, premièrement, vont fonctionner sur des données de grande dimension. Donc, par exemple, l'imagerie médicale, comme le MRI, le fMRI, ou, par exemple, des données d'expression génétique qui vont être sur des puces d'ADN, ou, dans le fond, ils vont englober l'expression génétique de beaucoup de gènes ensemble. Ces techniques d'analyse-là doivent aussi être capables de comparer les sous-types de cancer avec des notions très flexibles et doivent être peu sensibles au bruit. Et un exemple, dans le fond, de techniques d'analyse de données qu'on peut utiliser pour ça, c'est les méthodes d'analyse topologique. Donc, les méthodes d'analyse topologique de données vont faire deux choses. La première chose, elles vont simplifier un ensemble de données et vont le traduire, dans le fond, en un ensemble de points, de lignes, de triangles ou d'homologues de dimensions plus élevées si nécessaire. Et cet ensemble géométrique-là, on va l'appeler un complexe simplicial. Et un exemple de complexe simplicial qui est très populaire, famous, c'est un graphe. Et un graphe, c'est un complexe simplicial de dimension 1, car l'objet géométrique qui a la plus grande dimension dans un graphe, c'est une ligne. La deuxième chose que, dans le fond, la technique d'analyse topologique de données va faire, c'est qu'elle va donner l'information sur les propriétés topologiques de l'ensemble de données qui va être maintenant simplifié. Donc, de façon très générale, c'est pas la terminaison exacte, mais une propriété topologique, c'est une propriété géométrique qui ne va pas changer sous un étirement continu ou un pliage continu. Donc, par exemple, une tasse à café, si tu la plies, tu la déformes, mais tu gardes le trou intact, ici, qui est formé par la poignée, tu peux, dans le fond, former un beigne. Et la tasse de café et le beigne ont les mêmes propriétés topologiques. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que maintenant qu'on sait les propriétés topologiques de l'ensemble de données simplifiées, on peut savoir les propriétés topologiques de l'ensemble de données originales. Donc, je vais juste vous donner un exemple de technique d'analyse topologique et cet exemple-là, c'est l'algorithme Mapper. Donc, pour l'implémenter sur un ensemble de données X, par exemple, on va définir premièrement une fonction filtre sur tous les points de l'ensemble. Et cette fonction filtre F-là peut soit refléter les propriétés géométriques de l'ensemble ou peut refléter les propriétés des données elles-mêmes. Donc, je vous donne un exemple ici, très simple. Donc, si par exemple, on a un ensemble de données qui va former un cercle bruyant, donc un cercle avec du bruit, on peut donner par exemple comme fonction filtre la distance euclidienne entre le point le plus à gauche et la donnée d'intérêt. Habituellement, pour mieux visualiser la fonction filtre, on va assigner une couleur à la valeur de la fonction filtre à chaque point. Donc, par exemple, ici, le point le plus à gauche, c'est celui-là ici, et dans le fond, la distance va être 0. Et plus la distance est petite, on donne la couleur bleue, et plus la distance est grande, on va donner la couleur rouge, par exemple. La prochaine chose qu'on va faire, c'est qu'on va trouver l'image de F, et on va la séparer en intervalles qui se chevauchent. Donc ici, on a trouvé les distances varient entre 0 et 4,2. Donc, on va définir un intervalle de longueur 1, et puis on va dire chaque intervalle va se chevaucher de 20%. Donc, on va avoir ça ici. On va avoir 5 intervalles avec un chevauchement de 5% à chaque fois, 20% à chaque fois. On va alors regrouper les données en utilisant des clustering algorithms. Je ne sais pas comment dire ça en français, je m'excuse. On va les regrouper dans toutes les données qui sont dans un même intervalle. On va les regrouper ensemble et on va les définir par un point, dans le fond, sur un graphe. Et si on a deux regroupements où leur intersection n'est pas vide, donc si on a deux regroupements qui se partagent des données, on va les relier par une ligne. Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a un complexe simplicial, on a un graphe qui va avoir les mêmes propriétés topologiques que les données originales. Donc, l'algorithme Mapper a été utilisé pour étudier l'expression génétique de patientes atteintes de cancer du sein. Et rapidement, juste pour expliquer un peu, le niveau d'expression des gènes dans une cellule, ça nous permet, dans le fond, de quantifier ses caractéristiques physiologiques.
Donc, en échantillonnant le niveau d'expression génétique d'une tumeur, on a la chance de pouvoir lui trouver des propriétés uniques, dans le fond, qui va augmenter la précision du diagnostic et aussi les chances de réussite d'un traitement. Donc, par exemple, on peut avoir une cellule et puis on regarde le niveau d'expression, dans le fond, de toutes ces gènes. Qu'est-ce que le niveau d'expression va nous dire? Il va nous dire, cette cellule-là en particulier, elle exprime beaucoup de gènes qui forment une protéine qui est sur, dans le fond, sa membrane. Mais c'est juste, admettons, cette cellule-là qui exprime ce type de protéine-là. Donc, on peut créer une molécule, un médicament qui va aller se lier à la protéine qui est unique à la cellule et donc la détruire. Et c'est comme ça qu'on peut qu'on peut utiliser, par exemple, des données d'expression génétique. Malheureusement, ces données viennent dans des ensembles très larges et bruyants et c'est pourquoi il est intéressant d'appliquer des techniques d'analyse topologique. Donc ici, ils ont appliqué Mapper avec une fonction filtre qui vont mesurer la différence entre l'expression d'une tumeur et de tissus en santé. Et puis, dans le fond, le graphe dans lequel ils ont eu à la fin, c'est celui-là ici. Et il y a 3 branches distinctes. Il y a une branche ici en bleu qui va définir toutes les données d'expression génétique qui ressemblent beaucoup, dans le fond, à des tumeurs saines ou qui sont qui ressemblent beaucoup à des tissus sains ou qui sont déjà des tissus sains. Il va y avoir une branche ici qui décrit toutes les tumeurs qui ont, dans le fond, un récepteur d'estrogène négatif. Et ici, on a toutes les tumeurs qui sont à récepteur d'estrogène positif. Et qu'est-ce que ce graphe-là leur a permis de trouver? Bien, ils ont trouvé un sous-groupe ici de tumeurs à récepteur d'estrogène positif qui ont une surexpression, donc qui expriment beaucoup d'un type de protéine qu'on appelle CMYB. Et qu'est-ce qui est vraiment étonnant des femmes dans lesquelles on a utilisé des femmes d'où ces données-là viennent, qui font partie, dans le fond, du groupe où ils ont des tumeurs avec une grande surexpression de MYB, c'est qu'elles ont un taux de survie très, très élevé. Parce que les tumeurs avec une surexpression de CMYB ne vont pas se développer en cancer métastatique. Donc, en utilisant ces données-là, on a la chance de pouvoir maintenant étudier un sous-groupe de tumeurs et d'expliquer un sous-groupe de tumeurs qui ne se développe pas en cancer métastatique et d'expliquer pourquoi la métastase pulmonaire, par exemple, qui est la principale cause de décès chez les femmes atteintes de cancer du sein, se produit chez certaines patientes ou non. Et donc, en conclusion, dans ma présentation, j'ai présenté quelques techniques de modélisation mathématique en oncologie et j'ai touché très brièvement sur l'analyse de données en cancer. Dans le fond, j'ai discuté seulement une fraction des applications mathématiques en oncologie, mais s'il y a quelque chose à retenir ici, c'est que les mathématiques sont vraiment capables de faire des liens entre les différents niveaux du cancer, que ce soit dans les modèles animaux, que ce soit en cellules, que ce soit dans les patients. Et aussi, ils sont capables de mettre en lumière l'information contenue dans des données expérimentales cliniques qui sont très, très complexes. Et juste pour finir, si vous voulez, dans le fond, continuer à faire de la recherche en mathématiques, mais vous faites faire de la recherche en mathématiques appliquée, vous ne savez pas exactement sur quoi l'appliquer, je vous conseille, dans le fond, d'aller voir la littérature puis regarder si vos mathématiques d'intérêt ont une application, soit en oncologie, mais ça peut être aussi en médecine. Parce que, dans le fond, c'est l'outil qui va vraiment, dans mon opinion, améliorer, dans le fond, la médecine en général. Et puis, ça peut paraître intimidant au début parce qu'il y a beaucoup de biologie à savoir, mais c'est un domaine qui se fait en collaboration. Et donc, c'est quelqu'un qui vient d'un background purement mathématique. C'est faisable de continuer à faire de la recherche en médecine quantitative. Donc, merci de m'avoir écouté. Je peux prendre des questions si jamais.